Que s'est-il passé en Égypte et en Tunisie? Que se passe-t-il aujourd'hui dans le monde arabe, en Jordanie, au Yémen, en Libye, au Bahreïn, en Algérie et au-delà en Iran? Les peuples égyptiens et tunisiens se sont libérés par eux-mêmes, ils se sont libérés sans violence, ils se sont libérés avec pour seule arme leur dignité nue. Et en se libérant, ils nous ont libérés de nos peurs et de nos aveuglements. Ils ont fait surgir de nouveaux espoirs après des décennies d'immobilisme. Le monde arabe n'était trop souvent, ici, chez nous, vu qu'à travers le danger du terrorisme, de l'islamisme ou encore à travers le pétrole. Chacun le sait aujourd'hui, il n'y a pas d'exception arabe qui rendrait le monde arabe incompatible avec la démocratie et avec la liberté. Ce moment unique, nous le partageons avec le monde entier. C'est pour nous, Européens, l'égal du printemps des peuples de 1989. Nous avons alors su saisir la chance d'une réunification européenne. Nous devons saisir aujourd'hui la chance d'une réconciliation entre les deux rives de la Méditerranée. Il y a eu depuis 50 ans une accumulation de rancœurs, née de la colonisation, de peur, née de l'islamisme, et de part et d'autre des malentendus liés en particulier à l'immigration. Autant de barrières à travers cette mer commune devenue aussi infranchissable que le rideau de fer. Pour les faire tomber, nous avons d'abord un travail à accomplir sur nous-mêmes. Nous avons ensuite à faire notre part du chemin. L'Europe des peurs doit céder la place à l'Europe des peuples. Nous devons être fidèles à notre mission, à nos valeurs, et refuser les logiques de statu quo, toujours synonymes d'injustice. Notre première responsabilité, c'est d'encourager la démocratie. Nous pouvons faire partager les savoir-faire de l'Europe en encourageant le dialogue, en soutenant l'état de droit et le multipartisme dans les pays où ceux-ci sont encore par définition fragiles. Notre deuxième responsabilité, c'est d'accompagner le développement. Face au chômage des jeunes, face à la vie chère, nous pouvons aider les pays arabes à trouver leur équilibre et le chemin du progrès social. Un effort est nécessaire à la hauteur de ce qui a été entrepris en 1989 en direction de l'Europe de l'Est avec la création de la Banque européenne de reconstruction et de développement. Nous devons dès maintenant créer une banque de la Méditerranée pour financer des grands projets d'infrastructures, soutenir l'emploi dans les petites et moyennes entreprises locales. Nous devons offrir des entreprises, des formations adéquates et renforcer nos accords universitaires. Nous devons surtout inventer un nouveau statut d'association avec ces pays en transition afin de les arrimer à l'Europe et constituer en étroit partenariat avec eux un véritable pôle pan-européen de prospérité et de sécurité à la hauteur des défis mondiaux. Cela suppose aussi de promouvoir et d'encourager les efforts d'intégration régionale au Proche et Moyen-Orient comme au Maghreb, dont le blocage bride les économies et attise les haines. Notre troisième responsabilité, c'est bien sûr de favoriser la paix. Avec la démocratisation, il y a désormais une nouvelle donne, une chance à saisir qui doit nous encourager à relancer dès maintenant les négociations entre Israéliens et Palestiniens. L'absence d'État palestinien est source d'une immense injustice dans l'ensemble de la région. La peur de l'islamisme ne peut justifier le statu quo. Face à la démocratisation, la paix a une chance partout dans le monde arabe aujourd'hui, au Proche-Orient, au Sahara occidental, avec l'Iran demain peut-être. Oui, c'est vrai, c'est un chemin difficile qui commence, un chemin qui est semé d'embûches. Les risques sont multiples, je ne les oublie pas. Il y a l'islamisme, certes. On prie sur la place Tahrir, mais on priait aussi, et il faut se le rappeler, sur les chantiers navals de Gdansk, du temps de Solidarnosc. Laissons la voie ouverte à un islam politique, pacifique et démocratique. Il y a le risque d'une surenchère révolutionnaire face aux attentes si longtemps retenues des peuples qui peinent aujourd'hui, attentes qui peinent à se concrétiser. Il y a enfin le risque militaire dans des pays où l'armée et les forces de sécurité doivent peu à peu céder la place à des pouvoirs civils démocratiques.
mais les peuples seront exigeants, et je veux croire qu'une fois levés, on ne les fera pas taire de sitôt, et de grandes perspectives s'offrent à nous tous, de grandes perspectives s'offrent à l'islam de la tolérance et du respect. Certains voudraient rouvrir un grand débat sur la laïcité. Alors là, je le dis très solennellement ici, attention. On a eu le débat sur l'identité nationale. Nous avons eu le débat sur la burqa. Nous avons eu la question des Roms. Et nous avons aujourd'hui, au terme de tout cela, un Front National à 20%. Que voulons-nous? À quoi jouons-nous? Nous avons la chance, je dirais même aujourd'hui, le privilège d'avoir une laïcité d'équilibre. Nous pouvons être fiers de notre laïcité. Il y a suffisamment de choses qui ne marchent pas dans notre pays pour que nous n'ayons pas à revisiter ce qui marche. Ce qui marche, il suffit de le faire vivre et de l'appliquer. Je suis bien sûr pour qu'on mette tous les sujets sur la table, qu'on trouve une réponse au problème de l'insuffisance du nombre des mosquées. Oui, mais nous connaissons la réponse. Quand on a les réponses, il suffit d'appliquer. Et j'aurais préféré que la question du nombre des mosquées, la question de la formation des imams soit posée en début de quinquennat, plutôt qu'à quelques encablures d'une élection à la présidence de la République. Donc, n'instrumentalisons pas l'islam de France. Ce sont des questions trop graves. Nous sommes bien placés, compte tenu de notre histoire, pour savoir que les querelles fratricides, les guerres de religion ont en France un terreau particulièrement fort, surtout quand les peurs sont là. La laïcité est venue clore ces guerres, ces oppositions, ces confrontations. Laïcité d'équilibre, une fois de plus, faisons-la vivre.